Salutations et bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment fondamentale pour toute entreprise et peut-être encore plus pour les solopreneurs ou les TPE. Savoir précisément à qui on veut vendre, ce fameux client idéal, comment on le définit. C'est une excellente question, et c'est vrai que c'est souvent un point un peu négligé. On voit tellement d'efforts marketing qui se diluent parce qu'on essaye de s'adresser un peu à tout le monde. Oui, on ratisse large. C'est ça. Et du coup, l'énergie part un peu dans tous les sens. Alors que comprendre qui est vraiment son client idéal, ça permet de concentrer les moyens, l'argent, le temps, là où ça va vraiment compter. D'accord, donc on va regarder ensemble pourquoi c'est si important, qu'est-ce qu'il caractérise, ce client idéal, et puis surtout la méthode, quoi. Comment on fait pour le définir de manière structurée. Tout à fait. Et on verra aussi comment cette connaissance, une fois qu'on l'a, elle peut rendre la génération de prospects beaucoup plus efficace. Et on signalera aussi quelques pièges à éviter, bien sûr. Parfait. Alors c'est parti, plongeons dans le sujet, le client idéal. On entend souvent que quand la prospection ne donne pas les résultats espérés, c'est souvent lié à une cible mal définie. Cette idée qu'on pourrait vendre à tout le monde, c'est un peu un mythe, non? Et peut-être même un peu dangereux. Ah oui, c'est clairement un mythe, et pour les petites structures, oui, c'est dangereux. C'est la meilleure façon de gaspiller son budget et son énergie. Quand on est indépendant ou une TPE, les ressources sont limitées. Le temps, l'argent. Oui, on n'a pas les moyens des grands groupes. Voilà. Donc, cibler, c'est pas une option, c'est vraiment vital. Essayer de plaire à tout le monde, c'est la garantie de n'avoir aucun impact réel. Définir ce client idéal, ce qu'on appelle parfois le persona, c'est avant tout une démarche d'optimisation. Logiquement, si on parle aux bonnes personnes, on va réduire le coût pour acquérir chaque nouveau client. C'est mécanique. Moins de dépenses inutiles, donc un budget plus efficace. Précisément. Et qui dit meilleure cible, dit aussi un taux de conversion qui augmente. Forcément, les gens qu'on touche sont plus intéressés par nature, donc plus susceptibles d'acheter. Mhm. Du coup, le retour sur chaque euro investi en marketing est bien meilleur. Mais ça ne s'arrête pas aux chiffres, en fait. Ah oui, ça apporte quoi d'autre? Ça change radicalement la communication. Au lieu de balancer des messages un peu bateaux, génériques, on peut enfin parler la langue du client idéal. Lui parler de ses problèmes à lui. Exactement. Aborder ses soucis spécifiques, ses désirs, ses frustrations. Le message devient pertinent. Il touche, il résonne. C'est beaucoup plus efficace. Et il y a un autre avantage qu'on oublie parfois. Ça aide même à mieux concevoir ou ajuster l'offre. Si on comprend vraiment les besoins de cette cible, on peut affiner ses produits, ses services pour qu'ils collent parfaitement. Et une offre pertinente, ça se vend mieux et ça fidélise plus. D'accord, oui, ça rend tout plus cohérent. Bon, je comprends mieux pourquoi c'est si stratégique, mais alors, comment on fait pour dessiner ce portrait robot? Ce n'est pas juste l'âge et le sexe, j'imagine. Non, ce serait trop simple et surtout pas assez utile. On commence souvent par les bases, c'est vrai. Les données démographiques, ça donne un premier cadre. Tranche d'âge, genre, situation familiale, peut-être le niveau d'études, la fourchette de revenus, la profession, et bien sûr la localisation géographique. La carte d'identité, en quelque sorte. Et si on travaille en B2B, avec d'autres entreprises? La logique est un peu la même, mais les critères sont différents évidemment. Là, on va plutôt regarder la taille de l'entreprise cliente, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, D'accord. son secteur d'activité, sa localisation aussi, parfois sa structure, qui prend les décisions. Mais attention, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Le plus intéressant, souvent, ce sont les critères psychographiques. Là, on essaie de comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens. Ah oui, c'est-à-dire? Leurs valeurs, leurs croyances, leurs centres d'intérêt, leurs loisirs, mais aussi leurs aspirations, leurs objectifs de vie ou professionnels, leur style de vie, leurs habitudes de consommation. C'est ça qui révèle les motivations profondes. C'est beaucoup plus fin, en effet. Et comprendre comment ils achètent, leurs habitudes, c'est important aussi. Ah oui, c'est fondamental. Il faut analyser leur comportement d'achat. C'est quoi leurs critères principaux quand ils choisissent? Le prix, la qualité, la rapidité, la réputation? Où est-ce qu'ils cherchent l'info? Exactement. Est-ce qu'ils lisent les avis en ligne? Est-ce qu'ils demandent à leur réseau? Est-ce qu'ils font confiance aux experts? Et puis, leur processus d'achat. C'est impulsif ou c'est long, réfléchi avec plusieurs étapes de validation? À quelle fréquence ils achètent ce genre de produits ou services? Est-ce qu'ils sont sensibles aux promos? Tout ça, ça aide à comprendre leur cheminement.
Et le point vraiment central, finalement, c'est quoi? Le point névralgique, c'est leurs problèmes et leurs besoins réels. C'est le truc essentiel. Quels sont les points de douleur, les pain points, comme on dit parfois? Hmm. Les frustrations qu'ils vivent au quotidien, les obstacles qui les bloquent, ou à l'inverse, les objectifs qu'ils veulent absolument atteindre. Notre offre, elle doit être perçue comme la solution à un de ces problèmes ou comme un moyen d'atteindre un de ces buts. Sinon, même bien ciblé, ça ne marchera pas. Très clair. Alors maintenant, la méthode. Comment on fait concrètement pour trouver ce client idéal? On ne part pas d'une page blanche en attendant l'inspiration divine, j'imagine. Non, non, heureusement. Il y a une démarche assez logique, on peut dire en 5 étapes, pour construire ce profil de manière solide. Première étape, si on a déjà des clients, il faut analyser cette base existante. C'est une mine d'or. Il faut regarder qui sont les clients les plus rentables. Rentable, c'est-à-dire ceux qui rapportent le plus. Pas seulement. Ça peut être ceux avec la meilleure marge ou ceux qui sont les plus fidèles dans le temps et qui achètent régulièrement. Et ceux avec qui c'est facile de travailler, ça compte aussi, non? J'imagine que oui. Ah oui, énormément, hein. Avec quel client la relation est fluide, agréable, constructive? Quels sont ceux qui restent le fidèle et pourquoi, à votre avis? Et puis, repérez ceux qui parlent de vous, qui vous recommandent naturellement. Ces ambassadeurs, ils sont souvent très proches du client idéal. Le but, c'est de trouver les points communs entre tous ces bons clients. D'accord. Deuxième étape. Allez leur parler directement. Mener des entretiens. Ça peut faire un peu peur, ça. Oui, ça peut intimider, mais franchement, c'est là qu'on récolte les informations les plus riches, les plus qualitatives. Beaucoup de petites boîtes zappent à cette étape, par peur de déranger ou manque de temps. Mais quelques conversations bien menées, ça vaut de l'or. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Leur parcours avant de devenir client. Qu'est-ce qui a déclenché leur recherche? Quels étaient leurs problèmes précis? Pourquoi ils nous ont choisis, nous, et pas un concurrent? Qu'est-ce qu'ils appréciaient le plus chez nous? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Souvent, les clients sont ravis de partager leur expérience si on leur demande sincèrement. Troisième étape, utiliser les données qu'on a déjà, notamment les données numériques. Les stats du site web, les réseaux sociaux, ce genre de choses. C'est ça. Google Analytics, par exemple, donne des infos sur l'âge, le sexe, la localisation des visiteurs. D'autres outils comme Hotjar ou Mouseflow permettent de voir où les gens cliquent, comment ils lisent les pages. C'est très instructif sur leur comportement réel. D'où ils viennent aussi, j'imagine. Oui, les sources de trafic. Google, réseaux sociaux, autres sites. Et les statistiques des réseaux sociaux eux-mêmes si on y est présent. Toutes ces données quantitatives viennent compléter et affiner ce qu'on apprend par les entretiens. Ça montre quel type de profil réagissent le mieux à nos messages. Quatrième étape, un petit coup d'œil à la concurrence. Regardez ce que font les autres. Oui, c'est toujours utile, observer les concurrents, directs et indirects. Qui ils ont l'air de cibler? Comment ils se positionnent? Quels sont leurs arguments clés? Sur quels canaux ils communiquent le plus? Pour voir s'il y a des opportunités. Exactement. Ça peut révéler des niches un peu délaissées, ou des façons de se différencier, ou simplement confirmer qu'on est sur la bonne voie par rapport au marché. Et enfin, cinquième étape, on rassemble tout ça et on crée le persona. On formalise. On lui donne vie, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. On lui donne un nom fictif, parfois une petite photo pour que ce soit plus concret pour tout le monde dans l'entreprise. Sophie, l'artisane créative, Marc, le manager débordé. D'accord. Et on rédige une fiche synthétique. Ses infos démo et psycho, ses objectifs, ses problèmes principaux, ses besoins par rapport à notre offre. Et on essaye aussi d'anticiper ses freins. Pourquoi il pourrait hésiter? Qu'est-ce qui pourrait le rassurer? Et cette fiche, une fois qu'elle est faite, on la met de côté ou il faut vérifier qu'elle est juste? C'est mieux de la tester, oui. On peut en parler avec les collègues qui sont en contact avec les clients. Ou même, sans montrer la fiche, juste vérifier certains points lors d'une conversation avec un client qui ressemble au profil. Est-ce que ça vous parle l'exemple? Est-ce qu'on oublie quelque chose d'important selon vous? Ce retour terrain, c'est précieux pour affiner le persona et s'assurer qu'il est vraiment utile. D'accord. Le client idéal est défini, il a un nom, une histoire. C'est un super outil. Maintenant, la question cruciale. Comment on s'en sert pour que ça attire vraiment plus de bons prospects? Comment on met en route cette fameuse pompe à prospects? Voilà, c'est là que tout le travail prend son sens concret. Ce persona, il devient comme une boussole pour toutes les actions marketing et commerciales. Premier domaine d'application évident, la création de contenu, puisqu'on sait ce qui intéresse notre client idéal, ses questions, ses problèmes. On peut créer du contenu, articles de blog, vidéos, guides, études de cas, qui répond pile poil à ses attentes. On ne parle plus dans le vide. C'est ça, on apporte de la valeur ciblée.
Et ce contenu pertinent, il va attirer naturellement les bonnes personnes vers nous, un peu comme un aimant. Logique. Et pour la pub payante, type Google Ads ou Facebook Ads, ça doit tout changer, non? Fini de tirer à l'aveugle? Oh oui, complètement. Pour l'optimisation des campagnes publicitaires, le persona est crucial. Il aide à choisir les bons mots-clés, ce que la cible utilise elle-même. Il permet d'affiner le ciblage, démographique, géographique, centre d'intérêt, pour ne payer que pour toucher les bonnes personnes. Et pour le message de la pub? Il inspire directement la rédaction des annonces. On utilise les mots, les arguments qui vont faire tilt chez cette personne-là. Et on adapte le ton au réseau social ou au moteur de recherche. Résultat, moins de gaspillage de budget et des campagnes bien plus efficaces. Autre point super important, la personnalisation des pages d'atterrissage, les fameuses landing pages. Quand quelqu'un clique sur une pub, il arrive sur une page. Grâce au persona, on peut adapter le titre, les arguments, les images pour que cette personne se sente tout de suite comprise. Mettre des témoignages de clients qui lui ressemblent, par exemple. Exactement, c'est très fort ça, la preuve sociale. On peut aussi anticiper ses questions, ses objections et y répondre directement sur la page. Et l'appel à l'action, l'offre qu'on propose, doit être pensée pour lui. Une landing page bien personnalisée, ça peut vraiment faire exploser les taux de conversion. On parle parfois de multiplier par 5 ou plus par rapport à une page générique. C'est énorme. Et une fois qu'on a attiré ses prospects, le persona aide aussi à bien s'en occuper. Oui, par la segmentation et la personnalisation du suivi. Tous les prospects ne sont pas au même stade de maturité. Certains découvrent juste, d'autres sont presque prêts à acheter. Le persona aide à créer des groupes logiques dans sa base de prospects. Pour leur envoyer des messages différents. Voilà, on peut créer des séquences d'emails adaptées à chaque groupe pour les faire avancer dans leur réflexion. Et quand il y a un contact commercial plus direct, connaître le profil type aide à personnaliser l'approche, à poser les bonnes questions, à insister sur les bénéfices qui comptent le plus pour lui. C'est toujours la même idée, le bon message, au bon moment, à la bonne personne. C'est vrai que ça forme un système très cohérent, mais j'imagine qu'il y a aussi des erreurs à éviter dans tout ça. Quels sont les pièges les plus courants quand on définit ou utilise son client idéal? Oui, bien sûr. Il y a quelques écueils assez classiques qui peuvent rendre l'exercice moins utile, voire contre-productif. Le premier, c'est de faire un persona trop vague, trop générique. Si on arrive à une description du genre PME dynamique de la région qui veut grandir, ça n'aide pas beaucoup à prendre des décisions. Il faut oser être précis, même si ça donne l'impression d'exclure au début. Mieux vaut un persona très ciblé qui guide vraiment qu'un truc fourre-tout qui ne sert à rien. Une autre erreur fréquente, c'est de se baser uniquement sur son intuition. Le fameux « je connais bien mes clients ». L'intuition, c'est bien, mais ça doit être absolument validé par des faits, des données réelles, les chiffres de vente, les entretiens, les stats web. Sinon, on risque de construire sa stratégie sur une image faussée. On peut aussi être tenté de faire l'inverse, de vouloir être trop complet et de créer plein de personnages d'un coup. C'est la troisième erreur classique. Créer trop de personas au début, surtout pour une petite structure. Essayer de jongler avec 4 ou 5 profils différents, ça devient très compliqué pour la communication, le contenu, le ciblage. On finit par diluer ses efforts. Mieux vaut vraiment identifier le persona principal, le plus stratégique, et se concentrer dessus, quitte à en ajouter un deuxième plus tard si ça se justifiait vraiment. Et enfin, un oubli très courant. Penser que le persona est figé une fois pour toutes. Le marché bouge, les clients changent, la concurrence évolue. Notre propre offre peut changer aussi. Ce portrait idéal, il n'est pas gravé dans le marbre. C'est super important de le revoir régulièrement, au moins une fois par an, pour vérifier qu'il est toujours d'actualité et l'ajuster si besoin. C'est un outil vivant, quoi. C'est très clair. Donc, définir son client idéal, ce n'est pas juste un exercice marketing ponctuel, c'est vraiment un socle stratégique pour toute la proi de l'entreprise. C'est exactement ça. C'est la fondation pour construire une machine à prospects qui soit efficace et rentable sur la durée. Savoir à qui on parle, ça permet d'optimiser chaque étape, du premier bonjour à la fidélisation. Au final, ça veut dire moins d'efforts perdus, plus de clients qui correspondent vraiment, de meilleures ventes et une croissance plus saine. Et comme vous le soulignez, c'est un processus continu. Il faut y revenir. Absolument. Le contexte évolue, l'entreprise apprend. Garder son persona à jour, c'est s'assurer que sa boussole pointe toujours dans la bonne direction. Eh bien voilà qui donne une perspective très concrète et motivante. Merci beaucoup pour cet éclairage très détaillé. Avec grand plaisir. C'était passionnant d'en discuter. Et pour nos auditeurs, une dernière petite question à méditer. Maintenant qu'on sait mieux comment identifier qui est ce client idéal, comment est-ce que cette compréhension fine pourrait aller au-delà du marketing? Comment pourrait-elle influencer l'innovation,
la création de nouveaux produits ou l'amélioration des services pour répondre encore mieux aux désirs profonds de ces clients qu'on souhaite tant attirer. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. À très bientôt.